Steve Agimon, maître de conférence ici en histoire contemporaine et cofondateur avec Bazin de la Técopole en 2018. Voilà. Entre-temps, donc je parte à Paris, mais que je revienne maintenant pour parler Green Backlash. Bonjour, bonsoir, Jean-Michel Huppé, donc chercheur CNRS en écologie politique, de l'écologie politique depuis la naissance de la Técopole. Et sinon, dans une vie antérieure, j'étais chercheur en neurosciences. Laure Tellière, donc enseignante-chercheuse, maîtresse de conférences à l'UT de Jean Jaurès en histoire contemporaine et réalisant maintenant, je dirais, l'essentiel de mon engagement professionnel à travers le collectif Atécopole et nos actions communes et cette manière d'essayer voilà, de trouver une voie un peu différente, de porter une parole scientifique et de questionner ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux enjeux écologiques globaux. Bonjour, Lou Fradquin, diplômée de l'IEP de Bordeaux, puis de la fac de droit de Limoges en droit de l'environnement. J'ai été juriste en droit de l'environnement au sein de l'association France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées pendant 3 ans et je suis toujours bénévole au sein de la fédération FNE, mais auprès d'autres fédés et en particulier intéressée par les questions de pesticides en général, mais je peux m'intéresser aux coups de bâton environnementaux quand on me le propose. Bonjour, Baptiste Clerc, doctorant en droit ici à l'école de droit de Toulouse et au sein du laboratoire de l'IEJUC. Et ma thèse porte sur la simplification du droit de l'environnement. Bonsoir, je m'appelle Emma Feilleux, je travaille pour l'association Notre Affaire à tous, qui est une association qui utilise le droit comme levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale, avec des actions à la fois contre l'inaction des pouvoirs publics, des actions contre l'impunité des multinationales et sur des questions aussi liées aux injustices environnementales. Et je travaille plus particulièrement sur les questions de santé environnementale, donc par exemple celle des pollutions chimiques, et sur les questions donc de discrimination environnementale, notamment dans le cadre de l'accès à l'eau potable dans les territoires ultramarins. Et donc, autant de sujets qui sont croisés de part et d'autre par ces questions de green backlash dont on va parler. Je précise qu'Emma aussi vient dans le cadre d'un partenariat que l'IEP a monté depuis 2019 maintenant. Alors de clinique juridique, ça c'est plutôt pour les juristes, mais d'ateliers professionnels, ça c'est plutôt pour les étudiants de l'IEP, qui consiste à mettre les étudiants en situation avec les salariés, les bénévoles de l'association Notre Affaire à tous. Et l'idée étant de les aider sur leur plaidoyer, le travail de fond, etc. Et l'association donc a 10 ans cette année. Et donc fait le tour des universités. Et Emma est là depuis lundi, puisqu'elle a débattu sur les PFAS après le film Darkwater lundi. Hier, elle était en colloque à l'école de droit et désormais avec nous pour son dernier jour pour fêter les 10 ans de l'association et les 5 ans de partenariat avec l'IEP. Bien, on va pouvoir commencer par nos diverses petites présentations. Donc, pour notre part, on venait présenter un projet d'ouvrage. Je crois que Laure, je vais te donner la parole. Donc, un ouvrage qu'on coordonne, hein, tous les trois, qui doit sortir à la rentrée de septembre, si tout va bien. Et Laure, voilà, je te laisse en dire quelques mots. Oui, voilà. Bah, merci, voilà, merci à Christelle et à Sciences Po de nous permettre de commencer à publiciser, à tester les réflexions qu'on mène autour du Green Backlash. Et comme Steve l'a dit, en fait, on le travaille en ce moment à travers ce projet d'ouvrage dont on a eu l'idée il y a 1 an, qu'on a proposé au Seuil pour la collection ex-anthropocène, écocène de Christophe Bonneuil. Hélas, ils n'ont pas pu prendre la décision immédiate parce que le comité éditorial ne s'est pas tenu. Donc, en fait, ce bouquin va sortir en septembre, alors qu'on aurait pu peut-être l'avoir là avant l'été. L'année dernière, voilà, il y a 1 an, on sentait le sujet monter, en fait. Et aujourd'hui, vraiment, je crois qu'il explose partout, en fait. Qu'il y a plein de choses qu'on peut analyser comme de l'anti-écologisme plus ou moins virulent, des phénomènes de régression face à la transition, aux objectifs de transition, avec toutes les précautions qu'on puisse mettre derrière ce mot et la diversité de ce qu'il recouvre.
Mais nous, on s'est dit que c'est un concept qui donc peut être utile pour englober tout un tas de choses et une dynamique qu'on voit bien à l'œuvre, et qu'en même temps, c'est un concept qu'il faut vraiment questionner parce que il peut être plus ou moins pertinent, peut-être englober trop de choses sous un même chapeau. On commet aussi des sortes de biais d'analyse. Donc, notre ouvrage se situera dans cette volonté-là de faire une socio-histoire, en fait, déjà du concept, du terme, mais aussi de la réalité de ce qu'il englobe, et un questionnement de jusqu'où on peut le porter. Et voilà, en quoi il est fructueux d'un point de vue intellectuel de réfléchir à partir de ce mot-là. Donc c'est pour ça on a pensé un bouquin plutôt en 3 grandes parties. Une première autour du cadrage historique et spatial aussi en termes d'ère sur l'émergence de phénomènes de green backlash, que ce soit avec le cas états-unien bien sûr, mais aussi des regards depuis le Sud global, depuis l'Amérique latine, depuis aussi des cadrages intellectuels de notre société, comme l'économisme, le néolibéralisme, etc., et ce qu'ils induisent par rapport à la question écologique. Puis ensuite, on a imaginé une deuxième partie plutôt sur les éléments de langage, parce que le green backlash, c'est pour beaucoup des clichés, des idées toutes faites, des stigmatisations, des incriminations lancées aux écolos, hein, on n'arrête pas le progrès, vous êtes des amiches. L'écologie, c'est punitif, l'écologie, c'est autoritaire, vous êtes catastrophiste, il ne faut pas voir toujours les problèmes, la technologie peut nous sauver, vous êtes des anti-technologiques. Enfin, tout un tas de choses en fait comme ça qui demandent à être là encore reconstituées et questionnées. Et puis, troisième grande partie, la question des acteurs sociaux en fait. Par quelle force sociale, quel milieu sont portées ces dynamiques de green backlash, d'anti-écologisme, que ce soit du côté éventuellement de milieux scientifiques, voire scientistes, hein, et ça a été quand même pas négligeable, les lobbies bien sûr, le système médiatique de diffusion de l'information, mais aussi les pouvoirs publics dans la diversité de ce que ça peut recouvrir, la question justement du droit, du cadre réglementaire et de la manière dont il est constitué, déconstruit, etc. Voilà, tout ce genre de choses sera travaillé dans le bouquin. Alors, à ce stade, pour nous, mais pour vous aussi, je pense que ce sera un des sujets de la réflexion, de la discussion qu'on va avoir ensemble, mais c'est évident qu'on est dans un contexte où des dynamiques de green backlash, utilisons ce terme par facilité, sont à l'œuvre. En même temps, elles ne sont pas du tout nouvelles. Il y a vraiment une ancienneté de ces phénomènes qui, disons, dans notre monde du Nord développé, occidental, si on peut encore employer ce terme aujourd'hui, remontent au moins aux années 70, en fait, et même un petit peu avant. À mesure que la question environnementale et écologique plus largement vient dans le débat public et constituée en fait de société, eh bien, il y a assez rapidement des dynamiques inverses qui essayent de faire obstruction à l'émergence de ces questionnements et de ces revendications. Et donc, Jean-Baptiste Frezos, par exemple, qui propose un article dans le bouquin, retrouve une citation de Environmental Backlash dès les années 70, au lendemain du Earth Day, qui a marqué comme un symbole finalement l'émergence très forte de cette préoccupation dans la population américaine, pas que chez quelques lanceurs d'alerte ou dans des milieux intellectuels ou particulièrement concernés. Voilà. Donc on voit cette profondeur de temps. En même temps, nous, on a tenu dans le bouquin à ce que soit questionné ce qui se passe pour d'autres sociétés où la répression anti-écologique ou anti-mobilisation environnementale, pour prendre un terme peut-être moins connoté, est très ancienne, est portée par des mouvements sociaux, souvent d'ailleurs des plus pauvres, des plus discriminés, des mouvements de femmes, des mouvements de paysans, des mouvements de sans-terre, des mouvements de population impactés par des projets miniers, etc. etc. Et là, quid de cette répression qui est massive, qui s'articule à des logiques d'ailleurs coloniales, en fait, encore bien plus anciennes, qui se prolongent, qui s'actualisent, mais qui se perpétuent. Et est-ce que là, green backlash suffit à caractériser des faits si massifs, si lourds, si profonds, si intriqués, avec vraiment la réalité sociale constitutive de ces pays et de ces contextes? Voilà, c'est une question, mais on ne voulait pas que ce soit absent de notre angle d'étude.
Il me reste 3 minutes. Ouais, voilà. Bon, ben, il a raison, il faut le surveiller parce qu'au début, je crois que j'ai rien à dire, puis après, je me lance. Voilà. Mais bon, l'essentiel est dit en vérité, hein, l'essentiel est dit. Donc, nous, on va essayer à la fois de travailler la longueur de temps de ce concept, de lui donner une profondeur, et en même temps, il est évident, et ça, vous en êtes tous conscients, je crois qu'on le constate tous les matins quand on écoute et on observe ce qui se passe, qu'il y a aujourd'hui une, enfin, une aggravation de ce problème d'anti-écologisme qui peut prendre des formes très variées, que ce soit du dénigrement, de la répression. Ça, bon, on en a parlé déjà quand vous aviez organisé ici une journée d'études, etc. C'est quelque chose de très fort. Un retournement, des retournements conceptuels dans les représentations. Aujourd'hui, on en est au point que les plus anti-écologistes taxent incriminent les écologistes ou les milieux qui défendent l'environnement d'être parmi les causes de la non-protection de l'environnement, ou des catastrophes relatives à l'environnement, au changement climatique, etc. Enfin, il y a des phénomènes très paradoxaux comme ça qui sont à l'œuvre. Mais il n'y a pas que la répression, hein. On voit bien qu'il y a des effets de détricotage dans la manière de porter les politiques publiques et les politiques de transition qui nous mettent au cœur finalement de la contradiction dans laquelle on est. Et c'est pour ça que tu as fait le lapsus avec greenwashing, mais c'est pas pour rien. Les deux sont absolument articulés. Nous, on avait écrit dans l'introduction au greenwashing que le bashing, donc le backlash, le bashing et le washing étaient les deux corridors du discours de l'écologisme, disons, qui est devenu un peu le cadre qui était porté par des politiques ou des discours, mais dont on sentait bien finalement qu'ils restaient superficiels. Donc là, on est à un moment un peu de vérité où on voit qu'un certain nombre de politiques publiques qui prétendaient se déployer n'arrivent pas à enclencher suffisamment les transformations et donc finalement sont en train de régresser, de céder à les lobbies, de céder à des forces sociales qui conduisent à ce que des choses soient détricotées. Je pense que on va en parler abondamment. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Après, avec les questions. Oui, moi, c'est bon, en tout cas. Merci bien. Je crois que c'est bon. Moi, je vais vous parler d'un point de vue un peu plus juridique sur la simplification du droit de l'environnement. Donc, je ne parlerai pas vraiment de green backlash, qui est un concept beaucoup plus englobant, qui va vraiment au-delà du droit. Donc, moi, je vous parlerai plutôt de régression en fait, du droit de l'environnement. On utilise aussi le terme détricotage. Mais voilà, moi, je vais plutôt vous parler de simplification. Pourquoi? Parce que depuis en fait une vingtaine d'années, la simplification du droit de l'environnement, en fait, c'est devenu, le terme de simplification, c'est un peu l'étendard rhétorique qui permet de justifier des réformes régressives. Alors, la simplification n'est pas du tout un thème d'action publique qui est réservé à l'environnement. Simplification de l'action publique, c'est vraiment un discours très transversal, mais qui a vraiment eu des conséquences très importantes et qui a justifié de nombreuses réformes du droit de l'environnement. Alors, simplification, ce n'est pas du tout un terme univoque, il peut avoir plusieurs sens. On peut se dire, la simplification du droit de l'environnement, ça pourrait être quelque chose de très positif, de lutter contre une sorte de complexité rédactionnelle en fait, de la norme environnementale, de rendre le droit de l'environnement plus clair. Ce n'est pas du tout le sens qui est donné à la simplification du droit de l'environnement par les pouvoirs publics, notamment dans toute cette série de rapports qu'il y a pu y avoir. L'idée de cette simplification du droit de l'environnement, c'est que la réglementation environnementale, elle constitue une charge administrative trop importante pour les entreprises qui nuit à leur compétitivité. Donc, cette simplification, elle est tournée tout entière en direction du monde économique pour diminuer le niveau de contrainte du droit de l'environnement. Alors, moi, je vais vous parler de droit de l'environnement dans un sens un peu particulier. Je vais vous parler vraiment des polices spéciales de l'environnement qu'on retrouve dans le Code de l'environnement. Donc, la logique générale de ces polices, c'est quoi? C'est la réglementation d'activités économiques qui peuvent avoir potentiellement des impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé, et donc qui nécessitent tout un processus d'autorisation sous le contrôle de l'administration. Il y a une logique générale de ces différentes polices, en fait, une procédure type du droit de l'environnement avec deux temps forts, un temps d'évaluation environnementale. On va, avant d'autoriser un projet, évaluer l'impact que va avoir potentiellement ce projet sur l'environnement, et
une phase de participation du public. On va recueillir l'avis du public. L'idée étant, au fil de cette procédure, de construire un projet qui sera le moins impactant possible pour l'environnement et les populations. Et donc, en fait, les mesures de simplification, elles s'attaquent à toute cette procédure et elles conduisent à des allègements procéduraux très importants. Alors, on pourrait se dire que alléger la procédure, c'est pas bien grave, c'est pas alléger le fond, mais en fait, la procédure en droit de l'environnement, c'est vraiment l'incarnation des grands principes du droit de l'environnement. Principe de prévention, de précaution, de participation du public. Et donc, alléger la procédure, c'est alléger vraiment toutes les garanties procédurales. Et sans ces procédures, en fait, le fond du droit de l'environnement est totalement inopérant. Alors, pour spécifier un peu et essayer d'analyser quelles sont ces techniques de la simplification au-delà simplement d'un allègement procédural, je pense qu'on peut voir deux volets. D'abord, il y a une volonté d'accélérer la délivrance des autorisations et l'implantation des projets économiques. Et de l'autre côté, il y a une volonté de sécuriser juridiquement les projets face aux différentes contestations. Alors, sur l'accélération, on a... c'est vraiment le serpent de mer de ces politiques de simplification environnementale. Les pouvoirs publics estiment que les autorisations prennent trop de temps à être délivrées et donc notamment on a une réduction progressive du délai réglementaire prévu dans les textes. Pour une autorisation environnementale, aujourd'hui, le délai réglementaire, il est autour de 9 mois. En fait, le délai réel, il est entre 14 et 18 mois pour obtenir une autorisation environnementale parce qu'il ne suffit pas de réduire le délai réglementaire. En fait, c'est beaucoup plus une question de manque d'agents dans les administrations pour instruire les dossiers qu'un délai réglementaire. Donc, ça ne marche pas vraiment. Et donc, à la place, qu'est-ce qu'on a fait? On a allégé les procédures, on a créé des dérogations, des exceptions. Madame Fradkin en parlera beaucoup plus en détail sur l'évaluation environnementale. Mais vraiment, l'idée, ça a été d'alléger et de déroger à tout ce schéma procédural. Et donc, on en arrive à une situation très particulière où ces différentes procédures spécifiques au droit de l'environnement, l'évaluation, la participation du public, en fait, elles ont gagné en garantie, en impartialité ces 10-15 dernières années, mais paradoxalement, elles s'appliquent à de moins en moins de projets. Donc, pour reprendre un peu l'expression de René Chaput, ces procédures, malheureusement, elles deviennent un peu des produits de luxe, c'est-à-dire des procédures très bien conçues, mais qui s'appliquent vraiment qu'à très peu de projets. Le deuxième volet, c'est la sécurisation des projets face aux contestations. Et donc là, ça a été surtout une réforme du contentieux environnemental pour limiter au maximum le nombre de recours contre les projets, parce que les pouvoirs publics estiment, souvent sans preuve à l'appui, que les recours nuisent à l'implantation des projets. Donc, premier point, réduction des délais de recours, elle est évidente en matière d'installation classée. En 1976, quand toute cette législation est refondue, le délai de recours était de 4 ans. En 2010, il est passé à 1 an. En 2017, 4 mois. 2024, 2 mois. On est passé de 4 ans à 2 mois, donc là, la régression, elle est évidente. Également, on a eu des pièges procéduraux pour écarter de nombreux recours. Vous avez des obligations de notification, des obligations très complexes pour les requérants, les associations qui veulent contester des projets, qui sont vraiment juste mis en place pour écarter des projets, qui n'ont pas bien d'autres justifications. Et surtout, on a fait en sorte que le juge administratif, aujourd'hui, qui est censé être impartial et contrôler la légalité de ces autorisations, devienne vraiment, et c'est un terme du législateur et des différents rapports, le sauveteur de ces autorisations. On lui a donné des pouvoirs de régularisation très importants. Et aujourd'hui, on en arrive à une situation un peu d'autorisation, on va dire, morte vivante. C'est-à-dire, d'un côté, la complexité des procédures fait que de plus en plus, on a de plus en plus de vices de procédure, d'illégalité qui touchent ces différentes autorisations. Mais malgré ça, le juge a tel pouvoir que c'est quasiment impossible d'obtenir une vraie annulation de ces autorisations. Ce qui pose vraiment de grosses questions en termes de principe de légalité et d'état de droit. Alors, il y a une tentative intéressante dans le système juridique de mettre en place un principe qui vienne essayer de contrer ces différentes régressions. C'est pour ça que je parle de régression. C'est le principe de non-régression qui, à l'origine, a été une proposition doctrinale de Michel Prieur, qui était à Toulouse-Justière, qui en a peut-être parlé, et qui a été traduite dans le Code de l'environnement, à l'article L110-1, et qui a maintenant valeur législative. Donc, ce principe, la logique, elle est dans le nom, c'est-à-dire c'est censé être une sorte de clapet anti-retour pour éviter que des avancées qu'on a eues dans la protection juridique de l'environnement soient détricotées par le pouvoir législatif et réglementaire. Malheureusement, aujourd'hui, la manière dont ce principe a été intégré dans notre système juridique font qu'il est totalement ineffectif. D'abord parce qu'il a valeur législative et pas constitutionnelle, donc le législateur n'est pas soumis à ce principe.
ni le pouvoir réglementaire quand il prend des mesures qui découlent du pouvoir législatif. Et surtout, encore plus contestable, le juge administratif et particulièrement le Conseil d'État a rendu totalement ineffectif juridiquement ce principe, qui est très dur à invoquer. Donc, c'est une logique très intéressante qui tend à se développer, mais aujourd'hui, c'est juridiquement totalement ineffectif. Dernière petite remarque en ouverture qui me paraît assez intéressante, c'est aujourd'hui le changement de rhétorique. Pendant longtemps, je vous l'ai dit, la simplification des droits de l'environnement était tournée tout entière vers un objectif de protection de la compétitivité. C'était vraiment le mot central de tous les rapports qui justifiaient des réformes de simplification. Aujourd'hui, cet objectif de compétitivité, il se transforme en autre chose, c'est-à-dire qu'il se mue à un objectif plus grave et encore plus efficace rhétoriquement, une défense de la souveraineté. Souveraineté, tout le monde a ce mot à la bouche aujourd'hui, souveraineté alimentaire, énergétique, économique. En fait, derrière cette nouvelle rhétorique, les réformes restent les mêmes et on a encore plus de mal à voir le lien de ces réformes et de ces allègements de l'environnement avec la défense de la souveraineté. Mais forcément, rhétoriquement, c'est encore plus efficace parce que, en fait, dans une société comme la nôtre, avec les discours qu'on a aujourd'hui, en fait, face à la défense de la souveraineté, tout s'efface en fait dans le discours et tout peut céder. Voilà, je vous remercie. Donc, dans mon cas, je vais aussi parler d'une publication à venir. On est vraiment dans une cohérence parfaite. C'est la publication du rapport Simplification, l'autre nom de la dérégulation. Tout à fait dans la thématique, à nouveau, vraiment, on dirait qu'on s'est concerté longtemps. Ce rapport, il est porté et rédigé par Morgane Pilarrière, qui est responsable du plaidoyer de France Nature Environnement National et qui a gentiment bien voulu me le partager pour que je vous en synthétise le propos. Et il est vraiment intéressant pour rebondir sur ce qui a pu être dit, notamment le fait que la régression, et dans le discours qui cherche à dissimuler cette régression, il y a de dire que le niveau de protection environnementale est constant, parce qu'il y a toujours de la réglementation sur les espèces protégées, sur l'eau, mais que l'effectivité des droits et les manières qu'on peut avoir en tant qu'association de se saisir du contentieux pour faire valoir ses droits, elles sont attaquées. Donc cette définition-là, elle est complète et on y tient. Dans les grandes lignes, le rapport insiste aussi du coup sur un historique, notamment issu d'un rapport Vleben qui est en citation, je vous partagerai le contenu par la suite, qui montre bien les rapports de force entre les demandes citoyennes pour une prise en compte de l'environnement et le lobbying de certains acteurs économiques pour imposer le discours de la simplification et de l'accélération qui en réalité recouvre les notions de dérégulation et complexification. Et c'est antinomique. Et c'est là où je me tire une balle dans le pied parce que tu as très bien parlé de simplification et moi, je vais essayer de vous montrer la complexification en n'étant pas trop complexe. C'est déjà mal parti. Et dans la continuité de ce que tu pouvais dire, j'ai été frappée par les chiffres du baromètre de l'attractivité 2024 qui rappelait que la France était première au classement européen depuis 5 ans en matière d'attractivité pour les investissements étrangers. Et que, à l'inverse du discours qui réussit à s'imposer sur l'administration française, la paperasse à la française, ainsi de suite, et ses longueurs administratives, nos délais de procédure en matière environnementale sont en moyenne plus courts que l'Allemagne. Ça, c'est l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable qui est rattachée au ministère de l'Environnement qui le dit dans son rapport de 2020. Donc vraiment une mythologie qui s'impose et qui permet de créer la dérégulation. Le principe de non-régression qui, du coup, fait est un peu cocasse presque au vu de la thématique qu'on traite aujourd'hui. J'ai pas grand-chose à ajouter à ce que tu as dit, simplement mis des jurisprudences qui incarnaient parfaitement ce que tu as déjà développé. Et une incarnation dans la loi d'orientation agricole qui est actuellement entre les mains du Conseil constitutionnel, donc on verra ce qu'il en ressort.
Mais dans la dernière version adoptée, il était écrit notamment que le principe de non-régression ne s'oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la réglementation de police ICPE. Alors qu'évidemment, bon, pisciculture, utilisation d'antibiotiques dans l'eau, enfin, il y a des enjeux environnementaux forts. Donc, c'est bien la preuve que le législateur a bien saisi la jurisprudence du Conseil d'État qui l'autorise à prévoir des dérogations à ce principe et qui fait qu'il est si entravé. Et c'est là que j'en arrive au vif de la complexification, simplification, accrochez vos ceintures. On va parler d'évaluation environnementale. Comme tu l'as dit, c'est une procédure, mais c'est vraiment une procédure qui garantit la qualité du fond. Et c'est un peu dur de mobiliser au niveau citoyen. Si on parle de PFAS, de pollution, c'est concret, c'est matériel, alors que si on entame des règles de procédure, on a du mal à se dire en quoi ça va changer nos vies concrètement. Et c'est ce que je vais essayer d'incarner à travers ces exemples. Les schémas qui sont là sont quasiment tous à chaque fois déjà un peu antidatés, puisque parmi les exemples de cette complexification, il y a une abondance de réformes astronomiques qui fait que tout change tout le temps, en plus de se complexifier. L'évaluation environnementale concerne donc les ICPE, tout ce qui est industriel, les IOTA, ce qui concerne les milieux aquatiques, et d'autres projets comme par exemple des projets autoroutiers. Et était par principe appliqué de manière large. Et c'est son champ d'application à cette évaluation environnementale qui est restreint au fur et à mesure, on va le voir. C'est important parce que ça comprend une étude d'impact qui a pour objectif d'évaluer l'ensemble des incidences que peut avoir un projet. Moi, dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vraiment me concentrer sur un exemple d'ICPE. On terminera par discuter du Brisol, donc ça sera juste les évaluations environnementales pour les sites industriels. Donc, évidemment, une étude d'impact pour un site industriel, elle va prendre en compte les substances présentes, les risques pour la santé des riverains, ainsi de suite. Les consultations peuvent amener différents acteurs à être consultés. Si on parle de santé publique, l'Agence régionale de santé, les communes qui seront concernées par l'emprise du projet. Et tous ces éléments sont en amont de la décision du décideur public parce qu'elles doivent permettre, si c'est nécessaire au regard des enjeux en présence, au décideur d'interdire le projet s'il a été mal conçu ou d'améliorer progressivement le projet pour avoir un degré d'exigence environnementale le plus élevé possible. On va voir que ça s'applique de moins en moins. Donc ce schéma, j'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est pour vous montrer déjà la complexité simplement, enfin je veux dire, il est parlant en tant que tel. Et il faut vous dire que cette colonne-là, qui est aujourd'hui de plus en plus restreinte, est celle de l'évaluation environnementale. Elle recouvre donc l'étude d'impact systématique, l'avis de l'autorité environnementale et une enquête publique qui est le degré d'exigence le plus élevé en termes de consultation du public. C'est ce champ d'application qui est attaqué de toutes parts. Et en fait, on voit qu'il est attaqué simplement parce que il y a de plus en plus d'autres colonnes à droite et à gauche, et c'est ce que je vais vous développer. Les installations classées pour la protection de l'environnement, qu'est-ce que c'est? Globalement, des activités industrielles. Et je vous épargne la lecture de l'article, mais j'ai mis cette nomenclature qui est là, qui est la nomenclature réelle qui est annexée à l'article, qui a l'air bien complexe, mais qui permet d'illustrer les différents régimes qui s'appliquent. Le plus exigeant était celui de l'autorisation, qui est ici en A, l'autorisation simplifiée en E, qui est l'enregistrement, et la déclaration, qui est le moins exigeant, un dépôt de récépissé, un silence de l'administration et un titre pour commencer le projet. Et on voit très bien, là, en matière de bovins et d'élevage, que ces exigences, elles dépendent de niveau de seuil. Donc, on peut parler en matière d'ICPE d'élevage, on peut parler de polymères et de grosses industries chimiques, comme on a un peu l'image type les raies rouges et blanches et la fumée partout. Comment on a réduit progressivement le champ de l'évaluation environnementale? Historiquement, toutes les installations qui étaient soumises à autorisation étaient systématiquement soumises à évaluation environnementale.
on va voir qu'on a créé une nouvelle catégorie, un nouveau régime d'autorisation des installations classées, dérogatoire, celui de l'enregistrement, l'autorisation simplifiée, qui permet, dans le schéma que je vous montrais précédemment, c'est ici, de ne plus recourir à ce champ exigeant-là. Je vais faire quelques allers-retours entre les slides. Ce champ d'enregistrement, il a été créé en 2009. Entre 2009 et 2024, il y a 44 modifications de la nomenclature ICPE, dont je vous ai donné quelques exemples précédemment. Donc, des modifications de seuil à la hausse. Ce qui était avant autorisation devient enregistrement. C'est pas systématiquement, hein, il y a eu des fois des révisions à la hausse, mais globalement, c'est à la baisse. Ou enregistrement devient déclaration. Et on voit très bien ça parce que le rapport de la Cour des comptes dont vous aurez les références, indique qu'en 2010, on a 29 000 ICPE. À l'époque, il n'y a que autorisation ou déclaration. En 2021, pour les ICPE, on passe à 20 000 sous autorisation, 9 000 à enregistrement. Donc, un même taux d'ICPE à enjeu, mais juste on a déclassé pour passer en enregistrement. C'est aussi très bien dit par le graphique. Donc, c'est une manière détournée par un autre régime d'autorisation, enfin celui d'autorisation qui va intervenir en aval, de réduire le champ d'application de l'évaluation environnementale. Ça a aussi été fait par la création de l'examen au cas par cas, par la loi de 2010. Et une fois que cette dérogation est créée, en fait, c'est toujours la même logique. Il y a une dérogation qui existe, elle a un champ d'application, et puis au fur et à mesure des nouvelles réformes qui viennent gonfler le volume des dérogations existantes. Le cas par cas, qu'est-ce que c'est? C'est de dire que là où il y avait avant évaluation environnementale systématique, donc on ne se pose pas la question pour toute une catégorie de projets qui est listée, on autorise, on examinera une autorité et on va se questionner sur l'indépendance de cette autorité par la suite parce que ça sera aussi l'objet d'une réforme qui va attaquer l'application de l'évaluation environnementale, de se poser la question, dans certains cas, est-ce qu'en présence des enjeux de ce projet, nous devons ou non recourir à l'évaluation environnementale? Et évidemment, ça réduit les probabilités que cela s'applique. Donc, comme je vous le disais, toutes les sites CPE à autorisation, puis finalement, on renverse la logique et on a une liste restrictive d'ICPE autorisation, donc les plus susceptibles de générer des nuisances, qui sont soumises de manière systématique à évaluation environnementale. Et par défaut, pour les autres installations classées, on sera à l'examen au cas par cas de se poser la question si oui ou non on fait cette évaluation environnementale exigeante qui permet aux décideurs et au public de réellement envisager tous les enjeux et prendre la décision de manière éclairée. On va voir avec un exemple très concret pour terminer le cas de Lubrizol, comment ce détricotage du droit de l'environnement amène à une augmentation des risques et une augmentation des risques potentiellement à des accidents industriels dramatiques. Et du coup, c'est aussi vraiment à quel point c'est de la dentelle parce que là, c'est une autre réforme qui va dans le même sens, qui change un mot. On exclut de l'évaluation environnementale systématique les installations soumises qui relèvent de la directive Seveso, qui est une directive européenne. Seveso, c'est venant d'un village en Italie, accident industriel, réglementation. C'est les sites les plus à risque. Et on passe de l'installation. Donc l'installation, c'est aussi pour ça que je vous ai mis la nomenclature. Chacun de ces chiffres, il correspond à un élément qu'un industriel peut avoir dans son site. Donc évidemment, dans une usine, je peux avoir besoin d'avoir des polymères, je peux avoir besoin d'avoir d'autres produits inflammables. En fonction de la nature des produits et des risques, ils sont classés donc dans la nomenclature. Et ça, c'est chaque installation. Mais dans mon site, on parle d'établissement. Avant l'intervention de la loi en 2018, pendant qu'un site, un établissement est en exploitation, donc j'ai un titre qui m'autorise à exploiter de 2010 à 2020, mettons, mais pendant mon exploitation, de nouveaux procédés industriels interviennent. Je veux rajouter une nouvelle substance chimique. Je vais modifier mes conditions d'exploitation. Sauf que le procédé chimique en question relève de l'installation ICPE. Cette modification va donner lieu à une évaluation environnementale.
parce que je crée une nouvelle installation au sens de la nomenclature. Donc, par exemple, j'utilise des hydrocarbures sulfurés alors que je ne le faisais pas avant. Puis, à partir de 2018, on dira que c'est l'établissement, donc l'entièreté du site, qui, s'il relève de la réglementation Seveso, sera soumis à évaluation environnementale. À partir de là, mon site Lubrizol, qui fait l'objet d'augmentation des capacités de stockage et de différents produits, il n'est pas soumis à évaluation environnementale systématique. Il va pouvoir passer par la dérogation du cas par cas, et on ne sait pas ce qu'il adviendra du cas par cas. Enfin, en l'occurrence, on sait. On n'a pas fait d'évaluation environnementale. Pourquoi on n'a pas fait d'évaluation environnementale? Parce que ce on, ça a été le préfet, alors qu'historiquement, ça aurait dû être antérieurement à la loi ESSOC de 2018, l'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement, qui est une administration nationale rattachée au ministère de l'Environnement. Suite à cette réforme, on transfère la compétence pour se prononcer sur l'examen en cas par cas dans de nombreux cas au préfet, et ça a été le cas pour Lubrizol, alors même que le préfet est l'autorité qui, au final, va délivrer l'autorisation. Donc, c'est lui qui va se demander si on fait une étude d'impact exigeante qu'il va par la suite lire pour savoir s'il délivre ou pas l'arrêté préfectoral qui donnera des prescriptions encadrant l'activité. Bon, je fais des corrélations. Mon titre est sous forme de question. Là, ça paraît beaucoup plus direct, mais c'est une interrogation sur le lien de cause à effet, évidemment. En tout cas, à Lubrizol, des substances dangereuses ont été modifiées et augmentées en quantité en janvier et en juin. Le préfet en a été informé. À chaque fois, c'est passé par procédure cas par cas et non pas évaluation environnementale du fait des réglementations. Et à chaque fois, le préfet a décidé que les enjeux ne nécessitaient pas d'évaluer en détail les incidences possibles. Et au moment de l'incident, il y a eu tout le discours de on ne sait pas exactement ce qui a brûlé, quid de l'innocuité des substances. Il aurait peut-être pu en être autrement si on avait gardé le degré d'exigence antérieur aux réformes bien complexes que je viens de vous présenter. Je vous remercie. Bon, c'est super intéressant. Je vais essayer de rebondir sur quelques éléments qui ont été dits tout en déroulant. Et je lance le chrono pour ne pas perdre en vue le temps. Du coup, je vais également parler plutôt d'un sous-sujet, mais qui est en même temps un sujet à part entière du green backlash, qui est le sujet du backlash entourant les normes environnementales, donc, comme ont pu le faire Lou et Baptiste. Avec d'abord un exemple d'actualité, puisque c'est celui de l'annulation du projet A69 dont vous avez dû entendre parler, j'imagine. Je ne sais pas si vous avez observé les réactions, notamment gouvernementales, qui ont suivi l'annulation. En fait, il y aurait pu avoir deux voies pour remettre en question la décision du juge, soit de dire c'est un gouvernement des juges, les juges prennent trop de pouvoir par rapport aux décisions qui sont prises de façon normalement démocratique, etc. C'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait de la part, en tout cas, de plusieurs membres du gouvernement ou anciens membres du gouvernement, c'est de dire les juges étaient dans leur bon droit de prendre cette décision. Le problème, c'est les lois. Et donc, c'est les lois qu'on va devoir changer. Et donc, voilà, nous, on a vraiment observé que là, il y a un risque de backlash très fort suite à cette décision sur l'A69, de dire c'est pas le juge le problème, ce sont les lois, et donc on va aller s'intéresser à ces normes-là. Chez Notre Affaire à tous, comme je l'ai dit au début, on fait d'habitude plutôt des actions en demande. Donc, on va attaquer, en gros, des acteurs qui nous paraissent problématiques. Mais de plus en plus, on développe aussi des actions en défense face justement à ces mouvements de détricotage du droit de l'environnement, et qui est, j'ai l'impression, du coup, pour rassembler un peu vos deux propos, à la fois un double mouvement en fait de complexification puis de simplification, avec des normes qui au départ sont finalement assez claires, entre guillemets, parfois en tout cas pour certaines, qui vont être complexifiées notamment par le travail des lobbies, en disant en fait on est face à des réalités techniques qu'il faut prendre en compte dans les normes, et donc cette complexification qui va être faite, en tout cas encouragée parfois par le travail des lobbies, va ensuite justifier des demandes à la simplification qui vont au final totalement détricoter les normes initiales.
Ce sujet du green backlash contre le droit et les normes environnementales de manière plus générale, il faut aussi le replacer dans le contexte de pourquoi, enfin, quel est le rôle de ces normes environnementales. Elles sont déjà là pour s'aligner sur les connaissances scientifiques, qui sont déjà, ce sont des normes environnementales qui sont déjà souvent en retard, à la fois sur les connaissances scientifiques, puisque le droit prend du temps, la science aussi, et donc on court souvent après en fait ce qui est déjà en cours, notamment ce qui est en cours, enfin ce qui est déjà mis en place par les acteurs économiques qui sont souvent en avance. Et ce sont des normes environnementales qui sont votées, adoptées de façon démocratique dans le cadre de l'état de droit. Et donc, ça va être intéressant d'interroger le rôle des lobbies et des acteurs de manière plus générale, comme vous le disiez, voilà, dans ces dynamiques de green backlash par rapport à cette remise en cause plus large finalement de l'état de droit. Donc on a parlé voilà, du principe de non-régression aussi qui entoure ce sujet du backlash autour des normes environnementales. Je vais vous présenter un exemple. Donc on a pu développer des exemples sur les ICPE, sur les questions de procédure. Je vais vous présenter un exemple plutôt issu de l'échelle européenne, très récent, puisque c'est celui des normes omnibus qui sont en train d'être adoptées au niveau européen. Donc pour le contexte, on avait un mandat précédent de la Commission européenne 2019-2024 qui était marqué plutôt par le Green Deal, par la volonté de faire de l'Union européenne un leader en matière environnementale, sociale également. Et c'était donc des éléments qui étaient pensés comme des éléments de la compétitivité européenne. Il y a eu un élément, d'ailleurs la clinique a pu travailler là-dessus, qui a un peu changé, qui a permis en tout cas de renverser la vapeur, c'est le rapport Draghi du 9 septembre 2024. Donc Mario Draghi qui a rendu un rapport dont le point de départ est de dire il y a un nouveau contexte auquel l'Union européenne doit s'adapter. Donc l'Union européenne notamment doit rattraper la compétitivité des États-Unis. Il y a un retard de notre productivité, de notre croissance. Et donc les priorités doivent désormais être données à l'innovation, aux technologies vertes, à la simplification. Et en fait, ce rapport, il a donné une justification rationnelle pour détricoter, venir détricoter le Green Deal et finalement plonger l'Union européenne dans une attitude de suivisme par rapport notamment aux États-Unis. Donc le but était plus de dire là, en fait, on va imposer un modèle européen basé sur des normes ambitieuses. Là, c'était de dire on doit rattraper la productivité états-unienne. Et donc, en février 2024, on avait cet examen des premiers textes omnibus, puisque en fait, on parle maintenant d'une flotte omnibus. Il y aura plusieurs étapes, avec un texte qui s'intéresse à simplifier et à refondre 3 textes très importants au niveau européen. Celui sur le reporting en matière environnementale, la CSRD, celui sur le devoir de vigilance européen, la CS3D, et celui sur la taxonomie européenne. Donc 3 textes qui avaient été vécus comme des victoires quand même par les acteurs mobilisés. Ce qui est particulier, j'y reviendrai un petit peu, c'est que, alors peut-être pour rentrer juste, quelles sont les conséquences de cette refonte de ces 3 textes. Ça va notamment réduire le champ d'application de la directive CS3D, avec moins de mécanismes de contrôle, moins de mécanismes de sanction, moins de mécanismes de responsabilité. Ça va réduire aussi le nombre d'entreprises couvertes par les obligations de reporting, supprimer les normes sectorielles avec donc en fait moins d'attention sur les secteurs qui pourraient être les plus polluants, comme par exemple les secteurs extractifs. Donc il va y avoir un vote du Conseil là-dessus en mars. Et c'est une dynamique qui est soutenue par la France. Et c'est de manière, là c'est une réflexion que je pose, une question, c'est presque surprenant puisque la France a déjà, notamment par exemple en matière de vigilance, une propre loi depuis de façon plus ancienne que la directive européenne. Et donc avec des entreprises françaises qui se sont déjà conformées à un certain nombre d'obligations en la matière. Et donc c'est presque plus un symbole maintenant que de soutenir ces mouvements de simplification, de détricotage, face justement à ces arguments politiques de on doit rattraper la productivité, relancer la croissance, etc.
Qu'est-ce qui permet ce non-respect du principe de non-régression qui a été abordé à plusieurs reprises? On dit que c'est un des grands principes. D'ailleurs, petite parenthèse, mais dans la doctrine, certaines, notamment par exemple la professeure Marie-Anne Coandé, estime que certains articles de la Charte de l'environnement pourraient justifier, fonder un principe de non-régression au niveau constitutionnel. Donc bon, en tout cas, c'est un principe qui est quand même ancré dans le droit de l'environnement. Et comment est-ce que ça se fait que finalement, là, avec tout ce qu'on vous dit, c'est un principe qui est très peu respecté? C'est qu'il y a une mise en balance de plus en plus forte des intérêts, à contre-courant évidemment des travaux scientifiques. Et la deuxième partie de réflexion que je souhaitais vous partager, c'est sur les conséquences. Quelles conséquences ça a concrètement? Donc Lou a parlé de Lubrizol, par exemple. De manière plus générale, ça permet en fait aux acteurs économiques de ne pas internaliser les risques de leurs activités. Quelques exemples. Donc, on a parlé de Omnibus. Chez Notre Affaire à tous, on a aussi travaillé sur les décrets d'application de la loi Industrie verte, qui, pareil, pour permettre l'installation, l'implantation d'industries qui contribuent à la décarbonation, eh bien, on va alléger tout un tas de procédures pour créer moins de contraintes à leur implantation, pour leur permettre d'être plus compétitives à court terme, etc. Eh bien, il y a quelques exemples très concrets. L'usine GSK en Normandie, donc il y a des articles qui sont sortis là-dessus, qui est une usine pharmaceutique qui produit notamment de la ventoline, qui est fortement subventionnée par l'État, puisque secteur stratégique, etc., qu'on souhaite favoriser. Rejette dans l'Évreux des rejets dont on sait qu'ils sont perturbateurs endocriniens. Et je trouve qu'il y a un cercle très intéressant là à remarquer, de se dire en fait, on favorise des industries stratégiques, ici pharmaceutiques, sans contrôler vraiment les risques, sans les pousser à contrôler les risques qu'elles engendrent. Et donc, on va avoir une réalisation de ces risques, ici une pollution à des rejets perturbateurs endocriniens. Et on va compter sur ces mêmes entreprises, ici des entreprises pharmaceutiques, pour finalement prendre soin de notre santé ou de notre environnement dans des cas... je pourrais parler des usines de production de PFAS dont on autorise les extensions sans aucune étude d'impact. C'est exactement la même chose là-dessus. Et ça s'appuie, je trouve, sur une compréhension très compartimentée de la triple crise environnementale, où en fait on va considérer en priorité les aspects climatiques souvent, alors que par exemple on va justement avoir un déni total sur les risques de pollution qui pourraient être engendrés par des entreprises qui participent pour certains à la décarbonation. Et peut-être pour finir, j'ai encore quelques minutes. En fait, à quel changement de paradigme ça appelle, ces constats sur la simplification, sur le détricotage du droit de l'environnement? Ça appelle en fait à un changement de paradigme total sur le rôle de ces normes, ou plutôt un retour en fait à ce que devrait être le rôle de ces normes. Et donc finalement de considérer que la prise en compte de la santé et de l'environnement devrait être un avantage compétitif pour les acteurs économiques, que finalement pousser pour des réglementations. Et je vais terminer par une note positive. On a obtenu il y a 2 semaines une première loi sur les PFAS. Et bien en fait, cette loi sur les PFAS, alors elle a des défauts, mais elle a pour mérite de pousser les acteurs à anticiper certaines réglementations et donc à faire du fait que certains secteurs vont être sans PFAS un argument presque commercial. Alors là, on part sur le côté plus pragmatique et plus froid de ces débats-là. En fait, on ne devrait pas en arriver là, évidemment, mais on parle c'est ce qu'on pourrait répondre, en tout cas, à ces acteurs économiques. Une autre piste sur laquelle je finirai, je vous invite à aller consulter, et là on repart sur les questions de green backlash plus générales que celles des normes environnementales, que celui autour des normes environnementales. Certains, notamment par exemple Théodore Tallant, a publié pour la Fondation Jean Jaurès une note sur le green backlash qui liste 12 propositions, préconisations qui permettent d'envisager un assouplissement, on va dire, de ce green backlash et qui permettent
qui permettrait de restaurer un climat plus propice à l'avancée des débats environnementaux. Voilà, qui est assez intéressant donc pour aller plus loin que ce qu'on aura le temps de présenter ce soir. Je sais pas qui, alors est-ce qu'on passe aux questions du coup? Je sais ou s'il y a des réactions. Donc merci à tous pour ces éléments. Donc je suis étudiante du master TERS et je travaille avec Clara justement sur le Green Backlash pour Nat. On se pose beaucoup la question donc avec Christelle Cournil de la source de ce backlash. Donc vous avez pu répondre en partie à cette question, qu'elle est assez ancienne et elle arrive en fait au moment même où le droit de l'environnement arrive lui-même. Michel Prieur disait dans une interview qu'il faudrait une étude socio-historique assez approfondie pour vraiment cerner ces sources-là. On parle des États-Unis, vous l'avez évoqué. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous éclairer là-dessus parce que les États-Unis sont notamment le berceau de la justice environnementale. Est-ce que du coup, c'est un lien avec son détricotement? Ok. On vient de recevoir aujourd'hui la contribution sur les États-Unis de 2 collègues spécialistes d'histoire américaine. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'elles remontent, enfin, elles essayent de mettre en évidence des éléments d'une matrice états-unienne dans le backlash, en remontant notamment dès les années 50 à la manière dont l'industrie du tabac a fabriqué de l'agnotologie. Enfin, c'est devenu une étude de cas absolument exemplaire, en déconsidérant la science, en aidant à fabriquer de la pseudo-science ou de la fausse science, en instrumentalisant le débat public, etc., etc. Et évidemment en faisant obstruction aux régulations ou alors en poussant à les affaiblir, à les voilà, de différentes manières. Et elles articulent ça avec disons, l'évolution de la scène politique américaine, qui a vu, bon, dans les années 70, paradoxalement, l'Agence américaine de l'environnement a été créée par un président républicain. Donc les républicains, finalement, face à cette demande de l'opinion publique, un contexte, bon, certains éléments de discussion sur la finalité des ressources, enfin, un cadre de réflexion globale, ont laissé se mettre en place un droit de l'environnement. Et puis ensuite, bon, avec le retournement néolibéral des années 80, Reagan, etc., on commence à rentrer dans autre chose. Puis ensuite, elle trame l'évolution du Parti républicain notamment jusqu'au Tea Party, qui a finalement fini par déboucher sur le transhumanisme, les MAGA. Enfin voilà, elles articulent en fait la question d'un cadre réglementaire, notamment par le droit, et la scène politique et en son sein l'évolution des forces politiques pour comprendre un peu pourquoi ces dynamiques de backlash opèrent. Mais ensuite, pour plus de précision, vous verrez leurs explications qui sont meilleures que ce que je vous résume là. Merci. Oui, peut-être quelques éléments à avoir lu plusieurs des contributions. Là, donc c'est un peu frais, c'est essayer d'avoir un peu en tête ça. Il y a dans l'impression qu'on a de plusieurs personnes, enfin de contributeurs ou contributrices, c'est que qui remettent en cause l'idée du green backlash en voyant des tendances très lourdes de long terme qui en fait ne change pas grand-chose en gros cette machine capitaliste, extractiviste, néocoloniale qui continue. Et donc il n'y a pas, alors on peut le voir de deux façons, hein. Soit on peut dire la seule alternance qu'on a, c'est entre greenwashing et green backlash. C'est-à-dire soit on est dans une période où faire des réformes un peu écolo, ça va pas contrer les intérêts économiques type Green Deal, etc. On croit à la croissance verte, on croit, etc. Donc tant que les intérêts, ou par exemple, à 1970,
fin des années 60, il y a très clairement des préoccupations environnementales extrêmement fortes. C'est tant qu'on a une croissance à 5%. Crise économique, etc. Tout d'un coup, tout ça, ça passe derrière et donc, du coup, ça revient en arrière. Donc, on peut avoir cette impression que, en fait, toute la progression du droit ou des discours, ou des luttes environnementales, on nous laisse, nous, les écolos, si vous voulez, nous amuser un peu, faire des protestations, faire des occupations dans le Larzac, tant qu'on ne dérange pas trop les multinationales, ceux qui sont au pouvoir, etc. Mais si ça devient critique, alors là, il y a le vrai visage de la répression, des tricotes, etc. Donc ça peut parfois, dans certaines compressions, on a l'impression de voir un petit peu ça. On peut dire une autre vision peut-être un peu moins pessimiste ou un peu moins déterministe, hein, qui est toujours un risque, hein, de penser qu'il y a, voilà, il y a le grand moteur de l'histoire qui continue de façon linéaire, etc. Et quand on fréquente des historiens, des historiennes, on sait qu'ils n'aiment pas trop ça, hein. Voilà, ils disent voir la multiplicité d'histoire, je suis d'accord évidemment avec ça. De voir qu'effectivement, il y a une lutte continue avec des moments des victoires, des moments des régressions. Et donc, c'est juste des changements de rapport de force qui émergent ou pas. Actuellement, on est dans un rapport de force extrêmement défavorable. Mais dans le rapport de force défavorable, c'est pas juste des questions d'écologie. Enfin, c'est pas un hasard s'il y a une régression démocratique qui est mesurée par les instituts internationaux depuis 2015, depuis l'accord de Paris, qui semble justement le moment, c'est assez étonnant, où là, il y avait vraiment la première fois qu'il semblait avoir un engagement de prendre un peu au sérieux et sur lesquels on peut s'appuyer. C'est extrêmement important. Enfin, voilà, l'accord de Paris, enfin, notre affaire à tous a pu s'appuyer sur l'accord de Paris. Donc, c'est pas rien. Mais depuis, il y a une régression au niveau mondial des régimes démocratiques et une augmentation, une diminution de la démocratie, une répression des mouvements, enfin voilà, toute la répression anti-écologique qui s'accentue extrêmement fortement dans tous les pays du Nord global et qui devient, enfin voilà, ce qu'on vit chez nous, ça commence un peu à se rapprocher à ce que vivent les militants écologistes, enfin, qui ne sont pas appelés comme ça, les personnes qui défendent leurs conditions de vie contre l'extractivité, etc., qui sont systématiquement déplacés, tués. Enfin voilà, cette répression, notamment en Amérique du Sud, qui est plein de militants, etc. Bah là, on a des choses qui se rapprochent. Donc là, on voit des causalités et des grandes causalités qu'on va isoler, c'est le système capitaliste avec ses valets au pouvoir, la pensée économiste néolibérale comme système de justification idéologique de ça. Enfin, là, je pense qu'on peut en trouver. Là, je donne quelques-uns, mais c'est dans le bouquin. Je pense qu'on va essayer de décliner, de trouver un petit peu, de multiplier un peu l'ensemble des discours convergents, des rapports de force convergents. Il y en a, c'est évidemment pas monolithique. Ah, j'ai pas trop dit de bêtises. Si, corrige-moi. Non, mais d'un mot, mais juste, je veux pas monopoliser non plus la parole, mais en fait, on se livre là à ce qui va être notre travail de coordination pour faire une introduction et peut-être une conclusion à l'ouvrage, c'est-à-dire, et qui va être intense, je pense, parce que en fait, pour essayer de répondre à votre question, de voir les différentes facettes d'une dynamique de ce type qui est extrêmement complexe, faut vraiment regarder les choses sous divers angles. Et tout en étant tout à fait d'accord avec ce qu'a essayé de dire Jean-Michel, je pense qu'il y a aussi des dynamiques, il y a pas juste des mouvements voilà, comment dire, de conquête et puis de régression, même si elles sont très nettes. Et de forces sociales qui les poussent dans un sens ou dans un autre, pas les mêmes évidemment. Il y a aussi des effets paradoxaux, des effets très ambivalents à étudier. C'est-à-dire que parfois, ce sont des conquêtes qui, pour des raisons un peu étranges, soit de mécompréhension, de déclenchement d'effets retours, etc., finalement occasionnent un backlash. Nous, on pense qu'entre greenwashing et green backlash, il y a vraiment quelque chose de très articulé. Enfin voilà. Et donc, il y a des mécanismes vraiment complexes à étudier en fait. Ouais, mais nous, on n'est qu'au début. Peut-être pour illustrer, ce que je veux dire, c'est l'exemple type du green backlash au lien au greenwashing, c'est de toutes les personnes qui se rendent compte à juste titre que les mesures soi-disant écologistes, les petits gestes, etc., sont complètement inopérantes. Donc voilà, ce qu'on peut faire la critique du discours de l'écologie bourgeoise, qui est de choses, on dit, bah voilà, de toute façon, le discours écolo, il est bourgeois, parce que les gouvernements voilà, ils ont promu des choses inefficaces
et que les forces sociales ne sont pas, notamment des agriculteurs, hein, ne sont pas naïfs par rapport à ça, ils s'en rendent compte. Du coup, ça renvoie, ça peut justifier un green backlash parce que ça va rejeter non pas les vrais motifs écologiques, mais une pseudo-écologie, si je puis dire. Comme ça que j'ai compris, que je comprends ce que disait Laure. Moi, j'acquiesçais, mais Ne pas, enfin, bien sûr prendre en compte les États-Unis, mais ne pas surestimer. Enfin, quand on voit un mouvement Green Backlash dans les années 70 et 80 en France, bah, en fait, c'est juste qu'il y a un rapport de force qui se pose et il y a une réaction qui se pose. Et le fait est que c'est un moment transnational de mobilisation environnementale, mais il y a des logiques internes propres. Le terme, évidemment, est états-unien. Visiblement, enfin, d'après ce qu'a trouvé Jean-Baptiste Fressoz. Mais ce que recouvre le terme, c'est sans doute quelque chose de beaucoup plus large et qui est dans le rapport de force constant. Et à chaque fois que l'écologie est entrée dans le dur du sujet, il y a eu voilà, cette confrontation. Et il y a une particularité sans doute du backlash actuel qu'on est dans un moment historique absolument terrible. Enfin voilà, on est dans le mur, là on n'est plus au pied du mur, on est rentré dans le dur et donc cette réaction actuelle, elle est historiquement bien plus importante que celle d'avant. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup pour les interventions. C'était vraiment fascinant et c'était complémentaire en plus à plein d'égards. Moi, je suis enseignant-chercheur en droit et justice environnementale au Muséum national d'histoire naturelle et à l'IEP de Paris. Et de différentes façons, c'est des questions qui m'intéressent aussi et qu'on se pose. Je travaille souvent avec Emma et on a un peu des groupes de jeunes juristes aussi de l'environnement. On discute entre nous sur ces questions-là. J'espère que les questions que je vais vous poser n'ont pas déjà été posées parce que je me suis absenté pour les premières remarques. Mais parmi les choses qui m'ont fait réagir dans vos interventions, je me posais deux questions, notamment alors, sur votre ouvrage et sur, j'imagine, tous les débats sémantiques, etc., ça a pu générer. Et pas forcément, mais est-ce que vous êtes allé voir du côté des théories sociologiques, de la panique morale et des entrepreneurs de morale, etc., et vous avez trouvé des choses intéressantes de ce côté-là? Et l'autre réaction que j'avais, c'était je pense qu'il y a plusieurs de vos interventions, notamment celle à tous les 2, j'ai pas réussi à attraper vos prénoms, mais qui mettaient vraiment en avant le fait qu'il y a une puissance rhétorique, une espèce de barrage rhétorique, une efficacité, même si, voilà, c'est une question de compétitivité, qu'en fait, quand on fouille, on voit que c'est une absurdité, mais il y a une efficacité rhétorique des dénonciations, qui sont très difficiles à combattre et c'est quelque chose, dont on s'est rendu compte depuis un certain temps sur les fake news et la relative inefficacité du debunking, l'énergie que ça demande pour essayer de revenir en arrière sur une fausse information. Et donc ça touche à la question un peu décourageante de l'efficacité du savoir académique et de la science à venir contrebalancer cette efficacité rhétorique, à mettre en échec un peu le caractère erroné de ces affirmations. Mais du coup, question stratégique un peu, mais évidemment, on a besoin de ces informations-là et j'imagine que les personnes qui sont plutôt du côté du plaidoyer, du militantisme ont besoin d'avoir un matériel scientifique qui vient appuyer une contestation de ça. Mais comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que chercheurs, chercheuses, pour continuer à s'accrocher face à l'inefficacité relative de nos recherches dans les arènes politiques? C'est quoi les stratégies pour ne pas perdre espoir quand on lutte contre des monstres froids comme ça et qui sont très efficaces à bas coût, quoi? Sur la panique morale, on n'aura pas d'entrée spécifique sur cet angle ou etc., ou qui les mobilise. Mais enfin, je comprends bien ce qu'il y a derrière cette notion de panique morale. C'est évident qu'aujourd'hui, on voit que
la question environnementale est devenue une question politisée d'une manière identitaire, ce qui n'était pas le cas de cette manière-là il y a encore quelques années, ou en tout cas les décennies précédentes. Donc ça, c'est un peu nouveau. Il y a un marqueur maintenant, droite, extrême droite, par rapport au positionnement de discours sur l'écologie, alors qu'avant, il y avait plutôt une forme de désintérêt, ou disons voilà, d'opposition sur la base de la question de la compétitivité, de l'économie, mais ce n'était pas chargé d'une connotation qui est proche de la panique morale et qui s'articule à la question du suprémacisme blanc à l'extrême, de questions postcoloniales, de rapport aux migrants. Il y a tous ces enjeux-là qui viennent en fait s'articuler. Et ça, je pense que ce sont des choses qu'on essaiera de penser, en tout cas de porter aussi dans notre introduction plutôt. Voilà, c'est pour ça. Je voudrais demander, qu'est-ce que vous metteriez sur la panique morale? Peut-être voilà, d'éclaircir, ça nous aidera. Si, oui, bah, avec plaisir. Moi, c'est quelque chose que j'avais utilisé un petit peu. J'ai travaillé dans ma thèse sur la façon dont la politique prohibitionniste, enfin, dont les règles prohibitionnistes contre les drogues se sont construites. Elles sont appuyées sur des paniques morales, donc des fausses informations concernant la dangerosité de certains produits en termes de santé, en termes de comportement humain, etc., qui ont été ensuite, on a démontré la fausseté, mais qui ont été le socle de transformations législatives importantes. Et alors, là, on n'est pas vraiment là-dessus, mais ce qui est intéressant dans la théorie sociologique, donc c'est de la sociologie un peu à l'ancienne, un peu début 20e, milieu 20e, etc. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'ils se sont concentrés notamment sur les entrepreneurs de morale. C'est-à-dire qui va porter cette panique morale? Qui sont les actrices de ce travail? Est-ce que c'est là, en l'occurrence, sur les questions de prohibition, alors ça peut être des partis, enfin, des plutôt congrégationnels. Est-ce qu'il va y avoir des politiques? Est-ce qu'il va y avoir des intérêts économiques qui vont porter ça? Et du coup, c'est une façon de décrypter un peu, pour le cas du green backlash, les questions que vous évoquiez, de savoir, est-ce que c'est les lobbies? Est-ce que c'est les politiques? Est-ce que, et bon, mais c'est vrai que c'est une armature qui est très sociologique, et du coup, il y a ces questions aussi de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on va chercher du côté de toutes les ressources, on va dire, les traditions académiques. Mais c'est vrai que, enfin, à chaque fois que je pense aux questions de backlash, ça me renvoie à ce matériel sociologique que j'avais trouvé assez efficace, notamment sur la question des acteurs et des opérations qui vont construire voilà, un appareil de rhétorique qui va se transformer ensuite en termes enfin, qui va prendre la forme de réformes législatives ou réglementaires. Je sais pas s'il a une réponse. Alors, c'est pas, enfin, du coup, c'est pas pour les chercheurs que je vais répondre, mais c'est plutôt un partage partage de constats, où en fait, effectivement, chez Notre Affaire à tous, on essaye enfin, on back tout ce qu'on fait par de la connaissance scientifique, de la rigueur juridique, etc. Et en fait, on a aussi, je pense, une volonté peut-être plus large dans le mouvement écologiste de ne pas vouloir céder et de vouloir garder une posture où en fait on garde cet attachement aux sciences et aux démonstrations logiques, etc., face à des gens pour qui c'est pas forcément ce qui va faire un poids. Et typiquement sur les PFAS, on a eu le constat de se dire en fait, on a plein d'arguments. Alors il en manque, hein, mais sur un certain nombre de choses, on a énormément de données finalement qui existent. Et en fait, la seule chose qui marche, c'est de faire parler les victimes. Et donc, c'est un constat triste de se dire, en fait, les chiffres ne suffisent plus, on doit visibiliser des gens qui sont malades ou enfin, qui subissent les choses dans leur chair. Parce que au moins par dignité humaine, quoi, on n'osera pas, entre guillemets, en tout cas pas devant eux, nier ce que ces personnes vivent. Mais voilà, et donc c'est un peu le débat de à quel point ça c'est céder à ce cadre de débat plus pauvre qu'on nous impose. C'est plutôt une autre question par rapport à ta question. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent tenter de réfléchir là-dessus. Pour compléter, parce que votre question était sur un peu comment garder espoir quand on est dans un tel contexte de backlash, enfin acteur associatif, simple citoyen, et puis voilà, monde académique. Et sur ça, moi, je dirais que nous,
la création de notre atelier d'écologie politique est pour nous un moyen, pas simplement de garder espoir, mais aussi d'essayer d'inventer des nouvelles formes et de se soutenir, de faire de l'empowerment dans cette manière, de s'engager à ce sujet et que du coup, sans rien perdre, on l'espère, de notre habitus scientifique, de nos manières de procéder de ce point de vue-là, s'articuler sur la scène publique à des combats, en fait, et y apporter un positionnement de scientifique. Et ben, voilà, quand il y a eu la décision sur la 69 au Capitole, c'est ça dans sa contribution qu'a rappelé, par exemple, Christophe Cassou, qui le porte d'une manière très claire et avec une très forte exigence de réflexivité, je crois. Donc, pour nous, c'est le petit moyen qu'on a trouvé pour l'instant. C'est le moment de réclame pour dire que la Técopole poursuit aussi ses réflexions dans un congrès, le premier congrès des Atécopoles. Donc, il aura lieu ici à l'IEP, donc on vous invite tous. Première semaine de juillet et le programme est en train d'être fait et il y aura... Et le chiffre sera « Réparer le futur », point d'interrogation. Donc, je pense qu'on peut y trouver des éléments de force et de soutien mutuel sur ces thématiques. Peut-être juste une précision sur la doctrine constitutionnaliste et la référence à Marianne Coindé. Malheureusement, il y a eu une contribution étroite, contribution extérieure portée droite, devant le Conseil constitue, où un certain nombre d'universitaires, on avait soutenu devant le Conseil constitue, alors avec cette fenêtre qui n'a pas de poids, mais qui essayait d'attester d'une force de ce principe de non-régression qui pouvait s'élever et être cranté au niveau constitutionnel. Il avait la possibilité vraiment à cette occasion-là de le faire, le Conseil constitutionnel, et il n'a pas saisi du tout les arguments. Et on avait beau éclairer dans cette contribution extérieure les arguments qui pesaient sur ce principe de non-régression. L'arbitrage n'a pas du tout été fait à ce moment-là et je pense que c'est une fenêtre qui s'est définitivement fermée, malheureusement. J'espère qu'il y aura d'autres tentatives, mais là, je suis assez pessimiste pour le coup. Oui, moi aussi, je suis totalement pessimiste là-dessus. Mais en fait, la logique d'avoir... alors, effectivement, Marianne Coindé, elle a porté cette idée-là. Il y en a eu d'autres, hein, Michel Prier en a parlé, Jessica Makoviak aussi, sur cette idée que la non-régression du droit de l'environnement existerait déjà au niveau constitutionnel. C'est pas du tout illogique dans la mesure où, en fait, cette idée de non-régression, à l'origine, elle est inspirée du droit des libertés fondamentales, de ce qu'on appelle l'effet cliquet, qui est voilà, le fait de ne pas pouvoir revenir en arrière sur la protection des libertés fondamentales. Moi, je partage aussi le pessimisme pour une raison simple, c'est qu'en fait, on a un juge constitutionnel en France qui, sur toutes les questions constitutionnelles, n'a jamais été au niveau. Et je pense même que si on avait un principe de non-régression qui était consacré à un article 11 de la Charte de l'environnement, je pense que le Conseil constitutionnel trouverait quand même le moyen vraiment de l'anesthésie en disant, comme toujours, qu'il n'a pas le même pouvoir d'appréciation que le législateur et d'en faire aucun effet. Donc, pour moi, vraiment, et j'ai encore un exemple avec QPC qui est tombé cet après-midi, je n'ai aucun espoir dans notre juge constitutionnel. Sarah ? Merci beaucoup pour vos présentations qui étaient très très riches. Moi, je me pose la question de l'impact durable que peuvent avoir ces détricotages sur l'état du droit notamment. Et pour reprendre vos termes, est-ce que si on inversait le rapport de force politique, on annulerait ce détricotage à l'œuvre? Merci. Ah oui, pardon. C'est vrai, ça. J'ai tellement devant que je le vois pas. En t'entendant parler d'agnotologie tout à l'heure, ça m'a fait venir une réflexion qui est une sorte de réponse. C'est que j'ai l'impression que l'idée de création du doute scientifique, elle nourrit aussi la création du doute au niveau juridique. Parce que cette complexification que je vous ai démontrée, elle est pas, c'est pas un hasard, c'est une volonté de complexifier. Puisqu'on part d'un droit qui est relativement simple, où il y a des concordances entre différents régimes et qui est technique. Mais là, on utilise l'excuse justement un peu du droit des ingénieurs, de la scientificité, de la norme
pour toujours plus complexifier, créer de l'exception à l'exception, créer différents régimes qui recoupent des situations communes mais ne sont pas les mêmes et renvoyer à des situations locales. Donc, il y aura toujours une dérogation à ceci, cela, à l'échelle de tel département, à l'échelle de tel espace naturel protégé ou je ne sais quoi. Et, et vraiment, ça crée le doute juridique, quoi. Et je pense que la complexification, c'est aussi une manière de créer un autre effet cliquet de ah bah, maintenant, en l'état, c'est tellement indétricotable que ça reste. Voilà. Et après, effectivement, bah, le rapport des forces, c'est qu'on aurait besoin d'installer pour pouvoir recréer de la norme. Et c'est ce qu'appelle le rapport de FNE de ses voeux, c'est d'arrêter l'inflation législative et de se poser la question d'évaluer les conséquences des normes et de procéder à une simplification qui soit une simplification au nom de la protection. Mais pour faire ça, il faut avoir le rapport des forces, quoi. Hein. Pour moi, un élément qui est intéressant à relever sur cette notion de rapport de force, c'est qu'à l'origine, dans la législation environnementale, l'État, l'administration, est censé être un tiers impartial. C'est-à-dire qu'il est censé arbitrer par ces différentes procédures la conciliation entre la protection de l'environnement et les intérêts économiques. Vous avez des acteurs économiques qui arrivent vers l'État et l'État va vérifier par les procédures qu'on a vues et derrière aussi par des contrôles. Vous avez tout un corps d'inspecteurs qui est censé contrôler que les obligations environnementales de la réglementation sont bien respectées. Le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, qui a ces législations entre les mains, c'est le préfet. Et le préfet, il n'a pas juste une mission de maintien de la légalité. Le législateur et les pouvoirs publics lui demandent aussi d'assurer le développement économique de ces territoires. Donc, en fait, vous avez ce qui est censé être un tiers indépendant qui est totalement engagé du côté des milieux économiques. Donc, ça pose un vrai problème dans l'application même de la norme environnementale, dans le fait que ce tiers indépendant est totalement du côté des opérateurs économiques. Et ça a notamment mené à plusieurs propositions qu'il y a aujourd'hui, qui sont portées ici par Julien Bétail, à Bordeaux par Hubert Delzang, de la création en fait d'une autorité publique indépendante environnementale. Autorité administrative indépendante, c'est un outil qu'on connaît bien en droit administratif, qui sont là pour, à l'origine, réguler le marché dans des marchés dans lesquels les personnes publiques interviennent déjà comme opérateurs économiques. Et donc de créer un tiers indépendant, bon là c'est beaucoup plus pour des raisons économiques, mais aujourd'hui aussi apparaît ce discours dans la mesure où on se rend compte que l'État, dans sa mission de réglementation et de contrôle, du fait même de cette mission qui lui est donnée de développement économique, n'est pas du tout impartial, ce qui pose un vrai problème sur l'application dans les territoires de la réglementation environnementale. Et je fais le lien avec un très bon mémoire qui a été soutenu l'année dernière sur ça, une table sur le site de l'IEP sur cette idée là d'autorité indépendante défenseur de l'environnement. Va être un trait d'union intéressant. J'ai une question. Est-ce que justement, c'est jamais arrivé qu'un préfet doive rendre compte de ses décisions? Est-ce qu'il est totalement irresponsable? Alors, oui, en fait, il y a un contrôleur de l'administration qui est le juge administratif, qui contrôle que le préfet respecte bien la légalité. Donc, Quand, par exemple, pour le Brisol, quand on voit qu'il n'a pas fait les bonnes décisions, quand par exemple sur la 69, on voit qu'il a validé plein d'autorisations et qu'en fait le droit montre que c'était pas bon, donc comment ça se fait qu'à nul moment il n'engage sa responsabilité? Ou est-ce qu'il va juste être éventuellement muté dans les Outre-mer ou en Corse, je ne sais pas, mais publiquement, il n'y a rien, quoi. C'est hallucinant. Oui, alors en fait, le principe global de la responsabilité administrative, c'est qu'il n'y a pas en principe de responsabilité personnelle du fonctionnaire. Par contre, il peut y avoir un engagement de la responsabilité administrative du préfet qui peut donner lieu à une indemnisation. Et donc, il y avait eu un contentieux très intéressant qui a donné finalement une décision assez honteuse sur la responsabilité administrative des problèmes de contrôle de l'inspection de la législation de l'inspection des installations classées dans le cas d'AZF, où on a eu tout un contentieux là-dessus de dire en fait les contrôles ont été insuffisants
Donc, il faut engager la responsabilité de l'État qui n'a pas fait suffisamment de contrôle. On en est arrivé à une décision du Conseil d'État, je trouve très problématique, qui a vraiment réduit la responsabilité en disant notamment oui, les inspecteurs n'ont pas trouvé de problème sur AZF, mais en même temps, les responsables d'AZF ne leur ont pas montré. Bon, ça remet un peu en cause le principe même de ce qu'est une inspection, mais en principe, on est censé pouvoir avoir l'engagement de la responsabilité de l'État pour ces missions, notamment particulièrement de contrôle et de délivrance d'autorisation. Après, derrière, le problème qui se pose, c'est le problème de proximité de la justice administrative avec l'administration, qui fait que dans les faits, on a du mal à souvent à engager la responsabilité de l'administration, mais il y a quand même un principe d'engagement de la responsabilité qui existe. Je vais être rapide, mais je pense que vous posez une question qui est vraiment très importante et tu as répondu, enfin, vous tu as répondu parfaitement sur la situation juridique, mais en fait, c'est vrai que finalement, jamais un préfet ne va être mis en cause pour une situation telle. On annule une autorisation environnementale, on annule un permis, c'est l'État qui a délivré un document qui n'est pas valable juridiquement, mais jamais la responsabilité du préfet ne va être engagée. Et je suis pas spécialiste, mais je pense que si on fait l'analyse enfin, de sciences politiques sur cette situation, les préfets qui refuseraient, enfin qui mettraient des barrières à des autorisations environnementales en étant sourcilleux, en refusant de les délivrer, etc. C'est plutôt ceux-là qui auront la chance d'aller en outre-mer. Mais ceux qui délivrent énormément de permis, qui ont un contrôle des installations classées qui est défaillant, à mon avis, ont plutôt une trajectoire ascendante dans l'appareil d'État. Donc, et c'est vrai qu'il y a un vrai problème de responsabilité personnelle, mais on le voit aussi au niveau gouvernemental ou parlementaire. Il est toujours assez simple, on dirait, de dire en fait, finalement, bon, c'est l'État de manière générale qui peut-être a pris une mauvaise décision, mais individuellement, ça passe à travers les gouttes. Et votre question sur le rapport, vous posez la question sur le rapport du droit et du politique, en fait. Moi, enfin, je pense qu'on peut aussi s'interroger sur le rapport là, du politique, par exemple, et de notre monde académique universitaire. On était ces dernières années avec quand même un cadrage qui avait fini par venir d'en haut aussi, parce que demandé par les mobilisations d'enseignants-chercheurs ou de certains mouvements étudiants, estudiantins, d'une prise en compte de l'enjeu écologique énorme auquel on doit faire face, que la question de la transition devienne centrale dans le socle d'enseignement délivré par le monde académique. Donc, il a quand même fini par y avoir un cadrage. C'est les projets de rendre obligatoire des enseignements TEDS, transition écologique, développement soutenable. Donc, on est très nombreux à être engagés là-dedans, essayer de concevoir des futures formations pour tous les étudiants, etc., etc. Mais quid quand voilà, le nouveau ministre de l'ESR tu as parlé de la question de la souveraineté, c'est aussi le cadrage qui est donné. C'est en ligne, hein, la feuille de route de l'ESR, les grandes propositions, priorités, c'est au service de la prospérité et de la souveraineté. Donc, que va devenir l'enseignement TEDS? Est-ce que dans quelques années, on va nous demander de faire des grands cadrages pour tous les étudiants sur la prospérité et la souveraineté, où on ne parlera plus du tout d'environnement? Je dirais, si la situation politique s'aggrave, c'est-à-dire si on a cette dérive des continents idéologiques qui minorent complètement l'aspect écologique, ou pire, qui l'instrumentalisent comme vraiment quelque chose de super négatif, pourquoi pas? Donc le rapport de force, il va devoir aussi se construire dans nos établissements du supérieur, entre les étudiants, les enseignants-chercheurs que nous sommes, je pense, pour tenir bon sur ces enjeux. Parce que là aussi, on peut voir des tricotages majeurs, alors qu'on pensait passer des petits cliquets, même si ce n'était pas tout à fait... voilà. C'est une invitation à s'articuler, à tenir bon. Est-ce qu'on a une dernière question? Peut-être. On va épuiser. Oui, Sarah.
ce serait peut-être une question sur les pressions citoyennes. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu analyser? Enfin, on sait que il y a de plus en plus une conscience au niveau européen des votants en faveur de l'enjeu écologique et même des politiques ambitieuses qui doivent être menées, en tout cas au niveau du climat. Voilà, est-ce que c'est quelque chose que vous avez analysé? Est-ce que vous avez des éléments sur le sujet? Alors, j'ai recherché la référence, je vais pas l'avoir tout de suite. Il y a un ouvrage états-unien qui est sorti il y a pas longtemps, sur les luttes environnementales. Là, je vais te donner la réponse et puis je te le donnerai plus tard. Je regarderai dans mes notes où c'est. Et que j'ai pas lu tout en entier, c'est un ensemble de chapitres. Mais dans la conclusion, les auteurs et autrices disent ce qui ressort au niveau européen, hein, sur les questions des luttes écologiques, c'est que, alors ça reprend en partie, que l'opinion publique, en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que dans les différents pays européens étudiés, n'a absolument aucun effet, ou très peu d'effet, dans un sens ou dans un autre, que ce soit une opinion publique anti-écologique ou pro-écologique. Donc, j'ai essayé de retrouver la citation en ça, mais il y avait plusieurs pays qui ont été étudiés comme ça, des études de cas dans les périodes récentes, et le côté opinion publique, malheureusement, ne semblait pas jouer. Alors, voilà, c'est pas exactement la même réponse. C'est pour ça que c'est un élément de réponse. Parce que qu'est-ce que tu mets entre comment tu articules mobilisation citoyenne et opinion publique? Ouais. Alors, Ça veut dire qu'une mobilisation en fait, que le- c'est se mobiliser. ce qu'il faut, c'est se mobiliser. Et donc, peut-être que peu importe l'opinion, et donc peut-être que justement les idées, c'est bien, je vais retomber sur mes pieds, hein. C'est ça l'intelligence collective, que les luttes des mobilisations, c'est pas forcément de faire basculer l'opinion. Donc, c'est pas d'avoir un trending topic sur Twitter, enfin maintenant ça n'existe plus, hein, mais voilà, de se dire, ah, est-ce qu'on va faire le buzz, est-ce qu'il va y avoir des choses, parce que ça, en fait, peut-être que ça joue pas. Alors sans avoir enfin du coup, j'ai pas du tout lu, cette référence, enfin la référence, que tu mentionnes, mais j'ai l'impression quand même que la création de momentum, alors sur certains sujets spécifiques et peut-être pas sur du coup une dynamique, globale, d'avancée écologique et de prise de conscience, sur, l'urgence climatique, voilà, mais peut-être sur le sujet des PFAS par exemple, le fait que depuis, 2 ans et demi, on ait un momentum qui a fait avancer considérablement les choses, tant au niveau local que national, européen, c'est quand même plus compliqué, mais en tout cas, on a vraiment des avancées. Et en fait, si on n'avait pas eu ce momentum et si on n'avait pas eu cette mobilisation citoyenne qui, alors, se traduit pas forcément encore dans un changement d'opinion publique, et c'est des questions que je connais beaucoup moins, mais a vraiment joué, et notamment sur l'adoption de la loi. Donc, en tout cas, sur des avancées ponctuelles, je pense que ça a un rôle à jouer. Sur la question du rôle de l'opinion publique et ou des mobilisations citoyennes sur les thématiques de détricotage, je pense que c'est ce que disait Lou, en fait, c'est des questions qui mobilisent moins parce que c'est beaucoup moins visible. En fait, le fait de dire, alors par exemple, je reprends l'exemple des PFAS, on est enfin, dans la vallée de la chimie, il y a une grosse conscience et une grosse mobilisation autour de cette pollution. On a eu les extensions d'usines, donc autorisées sans étude d'impact. Il y a eu une mobilisation quand même à ce moment-là, mais de manière plus générale, c'est un sujet qui est beaucoup plus flou, beaucoup plus abstrait et donc qui mobilise moins. Et donc finalement, les choses se font aussi de façon hyper progressive avec des effets boule de neige un peu. Et donc, enfin, en fait, qui va lire les décrets d'application de la loi industrie verte? Franchement, on est peu nombreux. Enfin voilà, et même pour les gens qui le font, c'est hyper, enfin, c'est super complexe, voilà. Et donc, il y a toute la question d'accès au droit derrière ces questions de détricotage et de culture juridique aussi. Je pense qu'on a le biais en tant que juriste de penser que le droit est un référentiel partagé, et je pense que c'est vraiment pas le cas. Et on a tendance à surestimer la culture juridique partagée, et voilà, c'est peut-être une erreur aussi qu'on fait de se dire que
c'est une évidence pour tout le monde de se battre pour le maintien des normes, alors qu'en fait, non. Et donc, voilà, il y a aussi un vrai enjeu d'acculturation juridique, et c'est ce qu'on essaye de faire sur l'accès au droit pour ce sujet des PFAS et pour les luttes contre les pollutions auprès des victimes. Mais voilà, de façon plus générale, c'est un vrai défi, je pense, pour lutter contre ces questions de backlash. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire et le fait que c'est vraiment déjà effectivement cette complexification, c'est pas un hasard, je l'ai déjà dit, mais même les agents de l'État, les juristes disent que la norme environnementale, on s'arrache les cheveux dessus, quoi. C'est une réalité euh, vraiment partagée. Et c'est une manière de désincarner qui, je pense, fait que voilà, c'est comment est-ce que des gens vont militer pour dire je veux que l'évaluation environnementale reste exigeante? Pas du tout. Et pourtant, si on le dit très simplement, ça veut juste dire avoir de l'information de qualité pour prendre une décision publique autour de laquelle il y aurait une démocratie environnementale, puisque vous êtes amené à participer et les gens participent aux enquêtes publiques. Donc, ils ont envie de le faire et ça, c'est concret et c'est l'étape qui s'incarne. Et d'ailleurs, il y a plein de conflits et de projets qui sont retardés parce qu'il y a une contestation, une mobilisation qui s'organise, aussi parce que l'avis qui s'est exprimé dans les enquêtes publiques n'est pas pris en compte et que cette consultation-là, elle n'a pas lieu. Donc, c'est pas indépassable de rendre ça incarné, mais effectivement, ça demande de quasiment faire abstraction de l'existant. Et ça, c'est rendre la chose compliquée, encore une fois. Non, non, voilà, c'était juste les éléments sur lesquels je me basais, hein, qui sont quelques citations que j'avais pris dans la conclusion. Donc, Robert Brault, c'est pas n'importe qui, hein, c'est quand même une référence de la justice environnementale américaine. Donc, a priori, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Bon, peut-être qu'il est un peu vieux aussi, je sais pas. Donc, c'est pas faut pas non plus faire plus que ça. Et euh, voilà, j'ai remis la conclusion à la fin. Il y a 12 études de cas dans différents pays, hein, européens. Et ils disent que les auteurs qui ont travaillé là-dedans, ils n'ont pas décrit aucun mécanisme par lequel l'opinion publique a agi sur la législation en ce qui concerne le climat. Donc voilà, ça c'est des choses comme ça. Je pense que pour aller au-delà de ça et creuser, il faut aller lire les chapitres et le bouquin pour savoir sur quoi ça se base, sur quel type d'études, qu'est-ce qu'ils entendent par l'opinion publique, quels autres mécanismes mettent en place. Enfin, bon, très clairement, là, c'est de dire, de toute façon, c'est le rouleau compresseur des lobbies, des think tanks, l'Atlas Network, tout le monde. Enfin, voilà, les choses qu'on connaît aussi, qui, au niveau de la législation, est quand même voilà, enfin, voilà, il y a des forces en présence qui sont connues, quoi. Pour faire un lien entre les deux choses qui ont été dites, en fait, sur ce qui est intéressant, c'est vraiment le lien entre la complexité de la norme aujourd'hui et les lobbies qui les portent. C'est-à-dire que cette complexité très importante du droit de l'environnement font que pour les pouvoirs publics, en fait, pour les créateurs de la norme, étant donné que c'est peu accessible pour le grand public et pour des associations qui essaient de se battre sur des enjeux assez visibles, le principal interlocuteur, en fait, du créateur de la norme, c'est son bénéficiaire, en fait, et donc c'est les milieux industriels. Et donc, en fait, la technicité renforce aussi l'influence des milieux industriels sur, en fait, la conception de la norme. Et il y a aussi en partie un biais psychologique de la technicité fait que un opérateur industriel paraîtra toujours plus sérieux qu'une association là-dessus, mais ça permet aussi ce niveau de complexité croissant qui effectivement, je pense, n'est pas du tout un hasard non plus. Ça permet de vraiment renforcer cet aspect des industriels comme seul acteur privilégié dans la discussion sur l'évolution de la norme environnementale. Et peut-être on peut ajouter que ça renforce un effet de green backlash parfois populaire ou d'une partie des acteurs sociaux de la population. L'exemple de l'agriculture, je pense, est parlant, c'est-à-dire c'est parce qu'on a une agriculture de plus en plus industrielle, qui a un droit de l'environnement qui essaye de contenir un peu la chose, mais qui devient extrêmement procédurière, complexe et qui met encore des
des normes techniques sur une situation 1 qui fait qu'il y a un ras-le-bol qui peut s'exprimer, une impression d'être débordé, etc. Et c'est pas le seul mécanisme, il y a aussi des effets de politisation, mais je pense que ce genre de mécanisme marche et c'est complémentaire à ce que tu dis, me semble. Et tu m'excuses d'intervenir un peu trop, je vais être rapide. Je voulais juste compléter. Enfin, en fait, je pense que c'est une question très très large que tu as posée, à laquelle il est difficile de répondre, et parce que du coup, ça génère. Il y a l'opinion publique qui est une chose, il y a les mobilisations citoyennes, je pense, qui est autre chose. Et à mon avis, l'affaire du siècle, ça montre bien quand même qu'il y a un effet mobilisation citoyenne qui génère quelque chose. Et je pense aussi qu'il y a un autre. Cette typologie, il y a aussi on va dire, les collectifs de résistance locales, voire radicales sur certains projets. On met ce qu'on veut derrière radical, hein, mais la 69, Notre-Dame-des-Landes, c'est plus anciennement Plogoff, Super Phoenix, etc. Mais quand tu regardes, enfin, il me semble que si tu regardes l'histoire des luttes environnementales en France, tu te rends compte qu'il semblerait, il y a des études, il y a un rapport notamment qui a été commandité par Terre de Lutte qui va dans ce sens-là aussi, on en parlait avec Emma tout à l'heure, c'est que les moments où il y a eu des collectifs qui ont produit une résistance locale forte dans le temps long contre des projets qui a priori allaient passer, ces projets ne sont pas passés. Et c'est assez étonnant de le voir. Alors il y a eu des effets derrière aussi, c'est pas simplement des grandes victoires sans conséquence, mais malgré tout, la forte résistance, au-delà d'un mouvement citoyen, vraiment une lutte un peu musclée sur le temps long qui s'accroche, finit par produire des résultats positifs contre des projets qui, a priori, ne soulevaient pas de risque de contestation, quoi. Merci pour ce mot de la fin qui ouais, parle de lui-même, c'est intéressant. Écoutez, je pense qu'on peut clore cette session. Merci pour vraiment la qualité de vos présentations, la qualité des questions soulevées. On va certainement donc enregistrer si l'ensemble des intervenants sont d'accord. Peut-être aussi une partie des échanges qui me semblent tout aussi riches. Donc, vous n'êtes pas filmés, on entendra vos voix. Mais est-ce que sur le principe, voilà, il n'y a pas d'opposition, n'hésitez pas à me le signaler, sinon on coupe après les interventions. Je pense que ça sera intéressant de le diffuser à l'ensemble de la promo de l'IEP pour que, à la fois des étudiants, mais d'autres, puisque ça sera mis sur la chaîne YouTube de l'IEP, la chaîne Transition, pour qu'on puisse voir et revoir ensemble des discussions.